Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et entre la Chine qui s'ouvre à la NASA, des stations spatiales privées, un survol de Mercure, un rover franco-allemand pour la lune Phobos, les actualités méritant de revenir dessus ne manquent pas. Avant de commencer, néanmoins, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer, je vous propose, une fois n'est pas coutume, de parler de missions martiennes. Et pour ça, j'aimerais vous présenter la mission japonaise MMX pour Martian Moons Explorer. Alors, la mission aura droit à un épisode dédié, donc je ne vais pas m'attarder énormément dessus, mais il y a néanmoins quelques points intéressants à noter avant de parler de son actualité. Censé décoller en 2024, MMX devrait étudier en détail les lunes martiennes Phobos et Deimos et ramener sur Terre en 2029 un petit échantillon de Phobos. MMX devrait ainsi aider à trancher sur les origines des deux petites lunes et savoir si elles sont des astéroïdes capturés ou si elles se sont formées avec les débris d'un impact majeur. Les deux théories s'affrontent en effet avec chacune des éléments probants et une mission comme MMX serait cruciale pour en savoir plus et savoir également si les deux lunes partagent ou non les mêmes origines. Mais dans la foulée, MMX devrait aussi embarquer un petit rover d'une quarantaine de centimètres pour 25 kg qui est développé par le CNES, l'agence spatiale française, depuis 2016. En 2018, le CNES fut ensuite rejoint par la DLR, l'agence spatiale allemande, qui sera d'ailleurs un plus que bon allié dans ce projet. Bon, mais où est l'actualité alors? Eh bien, j'y arrive. Ce mardi, on apprenait que le petit rover disposait désormais d'un nom, Idéfix. D'une durée de vie d'une centaine de jours au minimum, Idéfix devrait explorer Phobos, qui sera un environnement plus que compliqué du fait de sa faible gravité. Si dans l'absolu ce n'est pas un défi impossible à relever, c'est néanmoins un environnement assez atypique pour un rover et qui nécessite un développement consciencieux pour que l'appareil fonctionne au mieux une fois sur place. Si tout se passe bien, MMX décollera en 2024, arrivera dans le système martien en 2025 et prendra le chemin du retour vers la Terre en 2028 pour un retour des échantillons en 2029. Mais alors que l'exploration martienne est loin de se terminer, celle de notre Lune va croissant. Et cela pose un problème assez grave. Alors que les rovers, atterrisseurs et autres appareils lunaires commencent à se multiplier, le problème des communications devient concret. Car à l'avenir, si une mission veut viser la face cachée de la Lune, elle devra en effet compter sur un orbiteur lunaire pour servir de relais de télécommunication. La face cachée de la Lune étant en effet toujours opposée à la Terre, il est impossible de communiquer directement avec la Terre depuis ce côté de la Lune. Le problème, c'est que les satellites servant de relais de communication autour de la Lune, pour le moment, c'est un peu la traversée du désert. Ainsi, c'est tout sauf une coïncidence si à ce jour encore, il n'existe presque aucune mission s'étant posée sur la face cachée de la Lune. Et je tiens à insister sur presque. En 2019, la Chine fera se poser avec succès la mission Tiange 4, dont le rover explore la face cachée de la Lune depuis maintenant près de 4 ans et demi, contre seulement 3 mois de durée de vie prévue au départ. Et pour ça, la Chine a un allié de taille, le satellite chinois Kequayou lancé en 2018. D'un poids d'environ 400 kg, il est placé au point de Lagrange L2 du système Terre-Lune, ce qui lui permet de couvrir en permanence la face cachée de notre satellite. Alors, je ne vais pas m'attarder énormément dessus, mais si vous ne savez pas ce qu'est un point de Lagrange, c'est en fait assez simple. C'est, en résumé très rapide, un point dans l'espace où les forces qui vous attirent vers un objet et vous en éloignent se compensent, permettant ainsi de rester relativement stable et relativement longtemps à un endroit donné. C'est par exemple en orbite autour de ce point de Lagrange L2 que se trouve le télescope spatial James Webb. Ainsi, avec Kequayou en orbite autour du point de Lagrange L2, la Chine dispose d'un moyen de communication avec la face cachée de la Lune qu'aucun autre pays n'a pour le moment. Dans ce contexte, on apprenait que l'agence spatiale chinoise, la CNSA, allait laisser la possibilité d'utiliser le satellite à d'autres agences spatiales, la NASA en tête. Mais c'est en fait une fausse bonne nouvelle pour l'agence spatiale américaine. Si cette ouverture peut bénéficier à d'autres agences, comme le ESA, les sanctions imposées par le gouvernement américain risquent de ne pas permettre à l'agence ou à d'autres entreprises américaines de bénéficier de Kequayou.
En attendant, certaines études pointent du doigt qu'il serait possible d'utiliser la mission Lunar Reconnaissance Orbiter pour de telles tâches, mais cela reste hélas hautement théorique. De toute façon, les besoins en communication lunaire nécessitent tôt ou tard le lancement de satellites dédiés et d'une petite constellation lunaire. En ça, l'expérience d'Internet par satellite lunaire embarqué à bord de la mission sud-coréenne Danori pourrait s'avérer précieuse. Mais cette semaine, on avait aussi droit à quelques informations importantes nous venant de l'ESA concernant le futur de l'exploration spatiale. L'agence annonçait en effet s'ouvrir à un partenariat visant à développer un cargo spatial pouvant desservir l'ISS et de futures stations spatiales. Si sur le moyen terme, l'agence n'exclut pas la signature de contrat avec l'entreprise européenne qui développera un tel cargo, il faut quand même noter que l'ESA ne devrait pas non plus en financer la majeure partie. On parle donc ici d'un partenariat public-privé dont l'objectif serait d'amener 2 tonnes de charges utiles vers l'ISS et d'en ramener 1 tonne sur Terre d'ici 2028. Si le délai semble assez court, il pourrait en revanche donner un coup de boost au projet de capsule spatiale européenne, comme le projet de capsule spatiale Nix de la compagnie franco-allemande The Exploration Company. De façon générale d'ailleurs, et principalement à travers le nouveau programme Terra Nova, qui vise à supporter le développement de l'exploration spatiale habitée post-ISS, on sent une volonté de l'Europe de pousser et accompagner les entreprises privées qui veulent développer leurs propres écosystèmes à travers différentes stations, capsules, cargos et j'en passe. Dans la même période, le 15 juin, c'est la NASA qui faisait une annonce d'un genre similaire. L'agence spatiale américaine annonçait en effet un partenariat avec 7 entreprises dans le cadre de l'initiative Collaboration for Commercial Space Capabilities 2. Si cela ne débouchera pas sur des financements directs de la part de l'agence américaine, celle-ci pourrait en bénéficier en faisant voler des astronautes, des expériences et différentes charges scientifiques à bord de différents appareils et stations. Ce qui, là, bien sûr, déboucherait sur des contrats juteux pour les entreprises. On retrouve donc, comme je le disais, 7 entreprises. Blue Origin, qui pourrait faire des vols habités avec son lanceur lourd New Glenn, conçu avec le vol habité en tête. Northrop Grumman, qui pourrait utiliser une évolution de son cargo Cygnus pour l'envoi de différentes charges utiles à bord d'un véhicule autonome et non réutilisable. Sierra Space et ses projets de stations spatiales, navettes et plateformes comme Shooting Star. SpaceX et son Starship pour différents lancements, leurs cargos et capsules habitées Dragon pour du transport d'astronautes et d'expériences, Special Aerospace Services, qui développe des moyens robotiques et un futur système autonome permettant aux astronautes de se déplacer dans l'espace, Think Orbital, qui se penche sur le tourisme spatial, le ravitaillement de carburant en orbite et la recherche scientifique commerciale, et Vast Space, qui ambitionne, elle, entre autres, de développer la gravité artificielle et la microgravité dans l'espace, qui s'obtient en faisant tourner une structure ou un module sur lui-même. Enfin, comme autre actualité, on notera le survol de Mercure par la mission européenne Bepi Colombo le 19 juin à un peu plus de 200 km. Si tout va bien, la mission devrait effectuer encore 3 survols de Mercure avant d'entrer en orbite autour d'elle en 2025. L'objectif avec ces survols est de progressivement modifier l'orbite de la sonde pour la rapprocher de celle de Mercure et permettre d'économiser énormément de carburant lors de l'insertion finale en orbite. Mais on en reparlera encore de Bepi Colombo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.